Question 1. La hauteur minimale de survol d'une agglomération qui ne dépasse pas 1200 mètres de largeur en moyenne en monomoteur est de A 500 mètres, B 1500 mètres, C 300 mètres, D 150 mètres. Première chose qu'il faut connaître, ce sont les hauteurs minimales de survol en fonction de la largeur de l'agglomération. Donc vous avez ce genre de tableau qui existe, celui-ci je l'ai récupéré sur le site de la FF Plume. Vous avez donc ici, pour une agglomération de largeur inférieure à 1200 mètres, la représentation sur la carte est un cercle jaune et la hauteur minimale 1700 pieds, ce qui correspond à environ 500 mètres. L'agglomération de largeur moyenne comprise entre 1200 mètres et 3600 mètres, c'est représenté par une surface jaune et la hauteur minimale est de 3300 pieds. Ensuite, nous avons l'agglomération dont la largeur est supérieure à 3600 mètres. On a une représentation, une surface orange et la hauteur minimale est de 5000 pieds. Ici, nos valeurs ne sont pas en pieds mais sont en mètres, d'où la difficulté. Il faut bien savoir faire la conversion entre les pieds et les mètres. Ici, 1700 pieds correspond à environ 500 mètres, ce qui correspondrait à la réponse de la question puisque l'agglomération ne dépasse pas les 1200 mètres. Donc la réponse à cette question est la réponse A. Question 2. Le pied correspond à une distance de A 0,3048 mètres, B 1609 mètres, C 1852 mètres, D 0,852 mètres. La réponse à cette question est la réponse A. Vous avez peut-être appris dans vos cours qu'un pied est environ égal à 0,3 mètres. Ici, pas de grande difficulté puisque toutes les autres valeurs sont en mètres et elles ne correspondent pas du tout à ces 0,3 mètres environ. Donc la seule réponse possible est la A. Attention, méfiez-vous, ici on vous demande bien le pied et non pas le nœud, etc. Donc faites bien attention à la conversion qu'on vous demande puisque effectivement nous avons des réponses chiffrées qui pourraient correspondre à d'autres conversions. Donc faites bien attention à la question. Question 3. Sur une carte au 1/250 millième, une distance mesurée de 10 cm correspond à A 2,5 km, B 50 km, C 25 km, D 5 km. Il faut se rappeler pour répondre à cette question à quoi correspond l'échelle 1/250 millième. 1 cm correspond à 250 000 cm. C'est ça ce que signifie cette échelle. Ce qui correspond à 2,5 km. Cela signifie que lorsque vous mesurez 1 cm sur la carte aéronautique avec cette échelle, eh bien dans la réalité, cette distance est de 2,5 km. Ici, la distance mesurée n'est pas de 1 cm, mais de 10 cm, c'est-à-dire 10 fois plus. Donc une mesure de 10 cm sur cette carte aéronautique à l'échelle 1/250 millième correspond à 10 fois plus, à savoir 25 km. La réponse à cette question est la réponse C. Question 4. Un aéronef faisant route vers le sud a une vitesse propre de 140 km/h. Il subit un vent d'est de 50 km/h. Il doit alors suivre approximativement un cap au A 160 degrés, B 180 degrés, C 190 degrés, B 200 degrés. Cet aéronef qui est représenté ici a un cap vers le sud, il fait une route vers le sud, donc il va vers le 180e degré. Cependant, il subit un vent qui vient de l'est, qui vient du 0,90. Que se passe-t-il?
eh bien, le vent va déporter l'aéronef. Il ne va donc pas suivre la route vers le sud, mais il va être décalé. Afin de pouvoir contrer ce vent d'est, l'aéronef va donc pointer son nez à l'opposé du vent, ce qui va lui permettre d'obtenir la route qu'il souhaite suivre, à savoir vers le sud. Donc, quel est approximativement son cap? C'est-à-dire, comment pointe l'aéronef pour suivre cette route vers le sud. Il ne suit pas un cap aux 200 degrés, puisque 200 degrés, si nous représentons ici, donc là on a le 0, ici on va voir le 90, au sud le 180, et à l'ouest le 270. On voit bien que le nez de l'avion pointe plutôt vers ici, hein, approximativement. Donc on ne va pas avoir un cap vers le 200. On ne va pas non plus avoir un cap vers le 190. On ne peut pas non plus avoir un cap au 180. C'est le premier cas que je vous ai présenté. Donc il faut un cap qui soit inférieur à 180. Approximativement ici le 160e degré conviendrait. Il faudrait faire un calcul numérique pour vérifier ces propos, mais là, du point de vue des résultats, la valeur coïncide, donc on va rester plutôt sur cet aspect qualitatif plutôt que de faire des calculs, et on va valider la réponse A. Question 5. Le numéro d'une piste dont l'orientation magnétique est de 126 degrés est A 12, B 13, C 126, D 130. Les numéros de piste possèdent deux chiffres. Donc il ne peut pas s'agir de la réponse D ni de la réponse C. Maintenant, comment trancher entre la piste 12 et la piste 13? Si vous avez une orientation magnétique de 120 jusqu'à 124, eh bien votre piste aura ici le numéro des deux premiers chiffres, à savoir la piste 12. En revanche, lorsque vous avez une piste à partir du 125e jusqu'au 129e degré, et bien là vous allez prendre les deux chiffres du départ et ajouter 1, et donc vous aurez affaire à la piste 13. En l'occurrence ici il s'agit de la piste orientée au 126e degré, à savoir il s'agit de la piste 13, la réponse B. Question 6. Une carte VAC est A. Une carte pour le vol hors frontières. B. Une carte de navigation. C. Une carte pour le vol IFR. D. Une carte d'approche et d'atterrissage à vue. Que signifie VAC? VAC signifie Visual, Approche, Check. C'est une carte d'approche et d'atterrissage à vue, sur cette carte, vous allez avoir un certain nombre d'indications, à savoir quelle est la longueur, la largeur de la piste ou des pistes, quelle va être leur orientation magnétique, leur numéro, leur revêtement. Est-ce que vous allez pouvoir trouver des évolutions d'aéronefs spécifiques, à savoir de la voltige ou du planeur, du parapente, etc. Et quand vous allez avoir affaire à des pistes par exemple privées, vous allez avoir le numéro du propriétaire à qui vous allez devoir passer un petit coup de téléphone avant de pouvoir vous poser, etc. Donc c'est une carte qui vous donne un nombre d'informations très important pour votre approche vers cet aérodrome, une approche à vue en mode VFR. Question 7. Un aéronef doit dépasser un autre aéronef par A. La droite et il n'est pas prioritaire. B. La gauche et il n'est pas prioritaire. C. La droite et il est prioritaire. D. La gauche et il est prioritaire. Le dépassement se fera toujours par la droite.
et l'appareil dépassé a la priorité. Donc, nous pouvons ici répondre à la question. Un aéronef doit dépasser un autre aéronef par la droite et il n'est pas prioritaire. Vous pouvez avoir les cas suivants. Vous pouvez avoir du face-à-face. Dans ce cas-là, chaque aéronef doit virer à droite. Lorsque la route converge, l'aéronef qui voit l'autre aéronef à sa droite doit s'écarter. L'aéronef prioritaire ne doit pas changer de route ou d'attitude. Ce sont des règles qui sont en vigueur pour toutes et pour tous et qui permettent, puisque les règles sont établies pour tous et pour toutes de la même façon, d'avoir des aspects de sécurité pour le vol, mais aussi vous pouvez constater, ce document a été pris sur le site de la FF Plume, ces priorités sont également valables au roulage. Question 8. Sur un aérodrome en auto-information, la première phase d'intégration d'un circuit d'aérodrome est A. La vente arrière, B. L'étape de base, C. La finale, D. La course finale. Lorsque vous arrivez sur un aérodrome en auto-information, vous n'avez pas de contrôleur aérien qui va vous indiquer ce que vous devez faire ou qui va vous donner des autorisations ou vous refuser ce que vous souhaitez faire. Il faut donc que lorsqu'il n'y a pas de contrôleur aérien qui gère toutes les intégrations du circuit par les aéronefs, il faut que tout le monde puisse avoir les mêmes règles. À savoir, lorsqu'on arrive sur un aérodrome en auto-information, la première phase d'intégration du circuit, c'est la phase de vente arrière. La réponse à cette question est donc la réponse A. Question 9. Un aéronef immatriculé FGTIB s'identifiera à la radio comme A. Fox Golf Tango India Bornéo, B. French Golf Tango India Bravo, C. Foxtrot Golf Togo India Bravo, D. Foxtrot Golf Tango India Bravo. Le F se dit Foxtrot, le G Golf, le T Tango, le I India, le B Bravo. Il s'agit donc ici de la réponse D. Question 10. Une ZIT est A. Une zone interdite temporaire, B. Une zone à la pénétration restreinte sous certaines conditions, C. Une zone P, D. Une zone dangereuse. ZIT correspond à la zone interdite temporaire. Il s'agit de la réponse A. Question 11. Le REX est A. Un dispositif de détresse, B. Une procédure permettant de prendre en compte le retour d'expérience, C. Un rappel à la loi, D. Un organisme de contrôle. Le REX correspond à un retour d'expérience qui a été mis en place par la BEA en septembre 2011. Il s'agit donc ici de la réponse B, une procédure permettant de prendre en compte le retour d'expérience. Question 12. Un espace de classe G est A. Contrôlé, B. Non contrôlé, C. Interdit au VFR, D. Autorisé en VFR spécial. Voici le tableau de toutes les différentes classes. La classe G est une classe qui est non contrôlée et où il n'y a pas nécessité d'une clairance radio. Nous, dans notre zone, dans l'Orne, nous sommes dans une zone où il y a la classe G. Donc, pas besoin d'autorisation, c'est une classe non contrôlée. Nous, on se situe à peu près ici. Donc, la réponse à cette question est la réponse B. Question 13. La responsabilité de l'entretien d'un ULM est réglementairement assurée par A. le propriétaire, B. un organisme agréé, C. le constructeur, D. le mécanicien du club. En ce qui concerne les ULM, c'est le propriétaire qui a la responsabilité de l'entretien de son ULM. Donc il s'agit de la réponse A.
Question 14. Le code standard d'un transpondeur en VFR en l'absence d'instruction de contrôle est A. le 7000, B. le 7700, C. le 7600, D. le 7500. 7500, c'est en cas de détournement. 7600, il faudra l'afficher en cas de panne radio. Le 7700, il faudra l'afficher en cas de détresse. Généralement, le code standard sur le transpondeur, c'est 7000. Réponse A. Question 15. Le GIFAS est A. Une instance européenne de certification. B. Un organisme de contrôle. C. Un organisme regroupant les fédérations aéronautiques. D. Un organisme représentant des industriels de l'aéronautique. Le GIFAS signifie Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Donc la réponse qui correspond, c'est la réponse D. Question 16. La fédération qui prend en charge les hélicoptères est A. la FFVP, B. la FFVL, C. la FFH, D. la FFA. La FFVP, c'est la Fédération française de vol en planeur, qui était avant appelée la FFVV, la Fédération française de vol à voile. La FFVL, c'est la Fédération française de vol libre. La FFH, la Fédération française d'hélicoptères, et la FFA, la Fédération française d'aéronautique. La réponse à cette question est donc la réponse C. Question 17. À la radio, le signal de détresse est A. Mayday, Mayday, Mayday. B. Mayday. C. Panne, panne, panne. D. Panne. La réponse à cette question est la réponse A. Question 18. Les conditions les plus pénalisantes en termes de distance de décollage sont A. Temps froid en plaine. B. Temps chaud en plaine. C. Temps froid et en altitude. D. Temps chaud et en altitude. Les conditions les plus pénalisantes vont dans le sens qu'il va y avoir une portance difficile à obtenir, entre guillemets. Cette portance, nous savons de par sa formule qu'elle dépend de la densité de l'air. Si le temps est chaud, la densité va être moindre. La densité diminue avec la température. Donc ça va être pénalisant d'avoir un temps chaud. De plus, si on est en altitude, c'est-à-dire qu'on aura moins de molécules d'air, donc la densité va être encore moindre. Donc ce qui est le plus pénalisant en termes de distance de décollage, pour obtenir la portance équivalente et pouvoir décoller, ce serait un temps chaud et en altitude. La réponse à cette question est donc la réponse D. Question 19. Les accidents sont principalement dus A. à une succession de causes, B. à une cause unique, C. au hasard, D. aux machines. Principalement, les accidents sont dus à une succession de causes et non pas au hasard, pas forcément toujours aux machines et rarement à des causes uniques. Question 20. Vous êtes en vol parallèlement à la piste à contre-QFU. Votre position dans le circuit est dite en A. étape de base, B. finale, C. vent arrière, D. vent traversier. Le QFU, c'est l'orientation magnétique de la piste. Donc par exemple, ici, ma piste, ce serait la piste 09, puisque si j'arrive comme ceci dans le sens de la 09, je vais vers le 0,90e degré. Par contre, si je vais à l'inverse, ici dans le sens du 27, je vais vers le 270e degré. Donc là, je suis à contre-QFU. Donc imaginons que le tour de piste soit le tour de piste pour la piste 0,27. Donc je suis à contre-QFU. Donc à l'opposé du 270e degré, donc à savoir vers le 0,90. Ici, je suis dans l'étape qui correspond à l'étape de vent arrière. C'est la réponse C. Si j'avais été en finale, j'aurais été dans le sens du QFU. En vent arrière, j'aurais été perpendiculaire.
Donc la réponse à cette question est la réponse C. Donc bien connaître ce que c'est une QFU et également bien connaître ses différentes positions dans le circuit.